Elle n'avait jamais imaginé que le dernier désir de son père serait celui qui changerait le cours de sa vie entière. Camille Moreau, 30 ans, professeur de français dans une école publique de Saint-Denis depuis 7 ans, faisait la vaisselle un mardi soir quand son téléphone vibra sur le bord de l'évier, numéro de l'hôpital, préfixe qu'elle reconnaissait désormais comme une sorte de pressentiment froid. Elle essuya les mains dans le torchon à fleurs décolorées que sa mère accrochait toujours au même crochet depuis des années, prit une inspiration et décrocha. L'infirmière dit que M. Gérard Moreau demandait à voir sa fille. Ce soir, si possible maintenant. Le hôpital de La Fontaine était à 22 minutes en bus depuis leur appartement de 50 mètres carrés au 3e étage d'un immeuble en briques de la rue des Fillettes. Camille connaissait ce trajet par cœur. Les arrêts, les visages fatigués des gens qui rentrèrent du travail, la lumière orangée qui glissait entre les barres d'immeubles le soir. Elle connaissait aussi les couloirs blanchis du 4e étage de l'hôpital, l'odeur propre et lourde à la fois, le grincement régulier des chariots métalliques. Elle connaissait la chambre 412 comme si elle avait grandi là-dedans ces 2 dernières semaines. Son père était allongé contre les oreillers blancs, les mains posées sur le drap replié avec une précision qui n'était plus tout à fait la sienne, comme si quelqu'un avait préparé la scène. Gérard Moreau avait 64 ans, des épaules qui avaient porté des caisses dans l'entrepôt frigorifique de Rungis pendant 31 ans, et un regard qui, même dans la fatigue, maintenait quelque chose d'intact. Il sourit en la voyant entrer. Pas le sourire rassurant qu'il lui offrait d'habitude pour qu'elle n'ait pas peur. Un autre sourire, celui de quelqu'un qui a déjà accepté ce qu'il sait. Sa tante Monique était assise dans le coin, sac à main serré sur les genoux. 2 autres tantes se tenaient près de la fenêtre, bras croisés, expression identique de femme, attendant quelque chose qu'elle désapprouvait déjà. Camille les salua d'un regard, s'approcha du lit et prit la main de son père. Les doigts étaient froids. « Tu es venu vite », dit Gérard, la voix un peu rauque mais claire. « Toujours », dit-elle simplement. Il y eut un silence où les tantes échangèrent un regard. Monique déplaça son sac de genoux, et Gérard Moreau parla. Il parla de Bernard Lefebvre, son ami depuis l'âge de 14 ans, rencontré à l'atelier mécanique du père de Bernard à Pantin, une amitié construite sur des sandwichs partagés et des matchs de foot le dimanche, maintenus pendant 40 ans, malgré les trajectoires différentes, malgré les distances, malgré les vies qui avaient divergé. Il parla du fils de Bernard, Julien, 36 ans, qui traversait une période difficile, qui avait besoin de stabilité, qui était un homme de caractère, même si les apparences ne le montraient pas toujours. Et puis il s'arrêta, regarda sa fille avec ce regard qu'elle connaissait si bien, et dit ce qu'elle n'attendait pas. « Je voudrais que tu l'épouses, Camille. » Le silence qui suivit fut d'une densité particulière. Tante Monique prit une inspiration audible. L'une des 2 autres tantes laissa échapper un son qui ressemblait à une protestation étouffée. Camille ne bougea pas. Elle tint la main de son père et regarda ses yeux sans ciller. « Papa, je sais, dit Gérard, je sais ce que tu vas dire, que tu ne le connais pas, que ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses aujourd'hui, que tu es une femme indépendante et que tu n'as besoin de personne pour te sauver. » Il sourit doucement. Je sais tout ça, mais je ne te demande pas d'être sauvé. Je te demande de donner une chance à un homme que son propre père décrit comme quelqu'un qui ne sait plus ce que vaut une vraie vie. C'est tante Monique qui ne put plus se retenir. Elle se leva, sac coincé au coude, et dit d'une voix qui se voulait basse, mais qui résonnait parfaitement dans la chambre d'hôpital. « Gérard, ce garçon est aide-maçon à Aubervilliers. Il vit dans une chambre louée à Montreuil. Il n'a pas de voiture. Il n'a rien. Demandez à Camille de... Monique. » La voix de Gérard était douce mais ferme. « Tu peux attendre dans le couloir si tu préfères. » Silence de pierre. Monique se rassit. Camille regarda son père longtemps. Elle cherchait dans son visage la trace d'un délire médicamenteux, d'une confusion passagère, d'une fatigue qui aurait altéré quelque chose. Elle ne trouva que la lucidité et quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait à une urgence silencieuse, à un homme
qui mesure le temps qu'il lui reste et choisit avec soin où il le place. Il a 36 ans et il vit dans une chambre à Montreuil, dit-elle, sans intonation particulière. Oui, et tu penses que c'est l'homme qu'il me faut. Je pense que c'est un homme qui mérite une femme comme toi, et que toi, tu mérites un homme qui n'a rien à prouver sur un relevé de compte. Gérard ferma les yeux une seconde, les rouvrit. Bernard me dit qu'il n'est pas heureux, qu'il a traversé des choses difficiles, qu'il s'est fermé. Une femme avec tes pieds bien posés, avec ta façon de regarder les gens. Peut-être que c'est exactement ce dont quelqu'un comme lui a besoin. Ce que Camille ressentit à ce moment-là, elle ne l'aurait pas appelé de la résignation. Ce n'était pas de l'obéissance non plus, pas de la peur. C'était quelque chose de plus complexe, la reconnaissance d'un homme en train de distribuer ce qu'il lui reste et le poids de ne pas vouloir que ce soit gaspillé. Elle dit « Je vais le rencontrer ». Monique laissa échapper un bruit de gorge. Gérard lui serra la main un peu plus fort. Julien Lefebvre se présenta au bas de l'immeuble un samedi après-midi à 14h15, un quart d'heure de retard, ce que Camille nota sans le signaler. Elle l'observa depuis la fenêtre de la cuisine avant de descendre. Bermuda sombre et élimé, t-shirt gris, sandales basiques, taille correcte, épaules larges, posture d'homme habitué à porter des charges. Il regardait l'entrée de l'immeuble sans expression particulière, ni gêne, ni arrogance. Juste quelqu'un qui attend. Sa mère, Sylvie Moreau, sortit de la chambre et s'approcha de la fenêtre à son tour. Elle regarda, dit rien pendant un moment. Et puis, il a l'air calme, au moins. Camille prit ses clés. Elle le trouva dans l'entrée de l'immeuble, adossé au mur, qui lisait quelque chose sur son téléphone. Il leva les yeux quand elle poussa la porte vitrée, et elle vit qu'il rangea son téléphone sans vérifier ce qu'il lisait, geste automatique de quelqu'un qui considère que la personne devant lui mérite son attention entière. Elle nota cela aussi, sans savoir encore pourquoi. « Camille Moreau, dit-elle. « Julien, répondit-il. Juste le prénom. Pas d'excuse pour le retard, pas de sourire forcé, pas de compliment d'usage. » Elle le regarda dans les yeux, directement, sans détour, comme elle regardait les élèves de troisième quand elle voulait savoir s'ils avaient vraiment compris ou s'ils faisaient semblant. Il ne détourna pas le regard. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui était difficile à nommer, une forme d'attention qui ne cherchait pas à plaire. « Si notre situation devient ce que nos pères ont décidé qu'elle serait, dit-elle d'une voix posée, il y a une règle, une seule. Vous me traitez avec respect, je ne demande pas grand-chose. Pas de luxe, pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir, juste de la dignité. » Julien resta immobile dans l'encadrement de la porte, les épaules légèrement rentrées, le regard fixé sur elle. Quelque chose passa sur son visage, trop rapide pour être identifié clairement, trop réel pour être ignoré. Il dit « D'accord ». 2 mots, sans explication, sans rhétorique. Camille fit un pas en arrière pour le laisser entrer. Elle ne pouvait pas savoir, à ce moment-là, que ces 2 mots avaient traversé Julien Lefebvre d'une façon qu'aucune conversation des 8 derniers mois n'avait réussi à faire. 8 mois à traverser Paris en Bermuda élimé, à serrer des mains rugueuses dans les chantiers d'Aubervilliers, à manger des sandwichs debout à la pause de 10 heures, à écouter des hommes parler de leurs enfants, de leur crédit, de leur fin de mois. 8 mois à chercher, sans l'avouer même à lui-même, une chose précise. Est-ce que quelqu'un débarrassé du vernis de sa fortune pouvait le regarder et voir quelqu'un qui valait la peine? Et cette femme, professeure de français dans une école publique de banlieue, qui gagnait 2150 € par mois et partageait un appartement de 50 mètres carrés avec sa mère, venait de le regarder comme si elle n'avait absolument pas besoin qu'il soit autre chose que ce qu'il paraissait être. Il entra dans l'appartement. La première rencontre dura 40 minutes. Sylvie Moreau prépara du café et posa des gâteaux secs sur la table. Julien remercia, en prit un, commenta que c'était du gâteau breton et que sa grand-mère en faisait. Sylvie dit que c'était la même recette que sa propre mère lui avait apprise. Un fil minuscule, tissé sans intention.
Camille observa. Il ne regardait pas autour de lui pour évaluer l'appartement. Regard que certains visiteurs avaient sans même en être conscients. Ce glissement des yeux sur les objets qui trahissaient un calcul. Julien regardait les gens quand il parlait. Quand il repartit, Camille ferma la porte et se retourna vers sa mère. « Alors ?» dit Sylvie. Camille alla se resservir du café sans répondre tout de suite. Elle pensait à la façon dont il avait posé sa tasse, avec soin, sans bruit, sur le sous-verre qu'elle avait mis là, sans y penser. Elle pensait à la façon dont il avait répondu à la question de sa mère sur le chantier, précis, pas fanfaron, pas diminué non plus. Elle pensait à ses mains, qu'elle avait regardées furtivement, les mains d'un homme qui travaillait dehors, larges, un peu abîmées par le soleil. Elle dit « Il est posé ». Sa mère hocha la tête lentement, avec la réserve de quelqu'un qui a appris que les premières impressions méritent d'être confirmées, mais pas ignorées. Le mariage civil eut lieu un mardi matin, au mois de novembre, à la mairie de Saint-Denis. Le ciel était gris pâle, uniformément couvert, le genre de gris parisien qui n'est ni beau ni laid, mais simplement là, comme un fond neutre. Camille portait un manteau bleu marine sur une robe simple en laine crème qu'elle avait achetée en solde l'hiver d'avant. Elle n'avait pas acheté de robe spéciale. Il ne lui avait pas demandé de le faire. Julien portait un pantalon sombre et une chemise blanche aux manches légèrement trop longues, le genre de chemise qu'on sort pour les occasions sans avoir tout à fait les accessoires qui vont avec. Il l'attendait sur le parvis avec monsieur Bernard Lefebvre, un homme trapu, aux cheveux blancs, qui ressemblait à quelqu'un qui avait beaucoup ri dans sa vie. Il étreignit Camille comme s'il la connaissait depuis toujours. Tante Monique n'était pas venue. 2 autres tantes non plus. La salle de la mairie sentait le papier et le chauffage central trop fort, et l'officier d'état civil lut les textes avec une neutralité professionnelle parfaite. Il y eut un moment, au milieu des formules officielles, où Camille croisa le regard de Julien et ne sut pas exactement ce qu'elle cherchait. Il la regardait sans détourner les yeux. Ni solennité jouée, ni légèreté déplacée. Juste quelqu'un qui était là, pleinement dans ce mardi matin ordinaire. Quand l'officier dit que c'était fait, Sylvie Moreau essuya discrètement quelque chose sous son œil gauche. Bernard Lefebvre dit « Gérard aurait été content ». Personne ne répondit à ça parce que tout le monde savait que c'était vrai. Ils sortirent dans le froid léger de novembre. Il n'y eut pas de riz, pas de voiture décorée, pas de salle de réception. Ils allèrent déjeuner tous les 4 dans un brasserie de la place, mangèrent des steaks frites et bu du Beaujolais, et monsieur Bernard raconta des histoires sur Gérard Moreau, jeune homme, et Camille rit pour la première fois depuis plusieurs semaines d'un rire qui n'était pas de façade. Le soir, dans l'appartement, Julien installa ses affaires dans la petite chambre de débarras que Sylvie avait transformée. Un lit simple, une étagère, une lampe de chevet. Il posa son sac, sortit quelques livres de poche usés, les rangea sur l'étagère. Des livres de poche usés, couvertures abîmées, pages cornées. Camille passa dans le couloir et vit les titres sans le vouloir. Camus, Duras, un roman de Patrick Modiano. Elle s'arrêta une fraction de seconde, continua sans rien dire. Les premières semaines ressemblèrent à une cohabitation prudente. 2 personnes qui apprennent les contours de l'espace de l'autre sans encore savoir si elles peuvent l'habiter vraiment. Camille se levait à 5h50, préparait son café seul dans la cuisine encore sombre, mangeait une tartine debout en relisant ses fiches de cours. Julien se levait peu après, sans alarme apparente, comme quelqu'un dont le corps avait ses propres horaires. Il prenait son café en silence, sans chercher à remplir le vide du matin avec des mots inutiles. Camille appréciait ça sans le formuler. Il partait avant elle, sac à l'épaule, disant qu'il y avait du travail de bonne heure sur le chantier. Elle prenait le métro ligne 13 jusqu'à Saint-Denis Université, puis le bus 77 jusqu'à l'école. 38 minutes de trajet qu'elle utilisait pour corriger des copies ou regarder défiler les façades de la banlieue nord depuis la fenêtre du bus. Ce mélange de pavillons en briques, d'entrepôts, d'immeubles construits vite et vieillis plus vite encore,
qui formait un paysage que d'autres trouvaient austère et qu'elle avait cessé de voir comme tel depuis longtemps. L'école s'appelait Collège Jean Jaurès. 430 élèves, 19 enseignants, une cour en béton avec 2 paniers de basket, dont l'un avait perdu son filet depuis l'hiver précédent. Camille enseignait le français aux classes de 5e et de 3e. Elle aimait ce travail, avec la conviction tranquille de quelqu'un qui n'a jamais eu besoin de se convaincre. Aimait le moment où un texte difficile devenait soudainement lisible dans le regard d'un élève. Aimait la violence et la précision que les adolescents mettaient dans les mots quand on leur donnait les bons outils, aimait même les mauvaises journées, les classes impossibles, les copies bâclées, parce qu'il y avait toujours quelque chose à extraire de tout ça. Le soir, ils se retrouvaient dans l'appartement. Sylvie préparait souvent le dîner. Elle insistait pour ça, disait que c'était sa façon de se rendre utile, même si Camille savait que c'était surtout sa façon d'observer. Sa mère observait Julien avec la discrétion d'une femme qui a appris que les conclusions hâtives coûtent cher, et ce qu'elle voyait semblait, progressivement, ne pas la contrarier. Il rangeait ses affaires, il fermait les portes, il ne laissait pas traîner, il proposait son aide sans être envahissant. Un soir, il répara le robinet de la salle de bain qui goûtait depuis 3 semaines. Camille l'entendit travailler pendant 20 minutes, et quand elle passa, il essuyait ses mains avec un chiffon et dit simplement « c'était le joint », comme si de rien n'était. Ce qui surprit Camille, davantage que les petites choses pratiques, c'était ce qu'il faisait avec les plannings de cours qu'elle laissait sur la table de la cuisine. Elle ne les cachait pas. Il traînait là comme tout le reste de sa vie professionnelle qui débordait sur l'espace domestique. Un soir, en revenant de la salle de bain, elle le trouva qui regardait une de ses fiches. Il la reposa immédiatement, mais elle avait vu. « Vous pouvez la lire, » dit-elle, sans ironie. Il la regarda et quelque chose dans son regard indiqua qu'il avait hésité à dire ce qu'il pensait. Puis il dit « L'ordre dans lequel vous introduisez les textes. Vous partez de ce qui leur ressemble pour aller vers ce qui les dépasse. C'est bien construit. » Camille s'immobilisa une fraction de seconde. Ce n'était pas un compliment vague, de ceux qu'on offre par politesse. C'était une observation précise, qui supposait une lecture réelle et une pensée réelle derrière. « C'est la seule façon que j'ai trouvée pour qu'il ne referme pas le livre à la première page, » dit-elle. « Ça marche ? Pas toujours, mais assez souvent pour que ça vaille la peine. » Il hocha la tête, lentement, comme quelqu'un qui note une réponse pour y revenir plus tard. Camille alla dans sa chambre et resta assise au bord du lit un moment, sans raison précise, à regarder le mur. Ce vendredi-là, à la fin d'octobre, le ciel se mit à pleuvoir vers 17 heures, avec cette insistance particulière aux pluies d'automne parisien. Pas d'orage, pas de théâtre, juste une eau régulière et têtue qui rendait les trottoirs noirs et bruyants. Camille rentra trempée jusqu'aux genoux. Le Faugan, non, la cuisinière, elle corrigea machinalement dans sa tête. La cuisinière avait rendu l'âme ce matin-là, résistance grillée, et Sylvie avait laissé un mot sur la table disant qu'elle était chez sa sœur Françoise pour la nuit et qu'il y avait un gratin dans le frigo à réchauffer au four si possible. Sauf que le four fonctionnait au même brûleur que la cuisinière. Camille posa son sac trempé, enleva ses chaussures dans l'entrée et trouva Julien déjà dans la cuisine, qui regardait le plat de gratin avec une expression de résignation amusée. « Four hors service aussi ?» dit-elle. « Apparemment. » Elle réfléchit. « Il y a un petit réchaud à gaz dans le placard du bas, pour les campings. » Il trouva le réchaud, vérifia la cartouche, encore assez de gaz, et installa le tout sur la table de la cuisine avec une efficacité sans chichi. Ils réchauffèrent le gratin en le couvrant d'un couvercle de casserole, et comme la cuisine était trop petite pour 2 personnes autour d'un réchaud de camping, Julien proposa de manger sur la véranda, la petite terrasse des fonds d'eau, 2 mètres carrés de béton surplombant les toits des maisons voisines. Camille haussa un sourcil. Il pleuvait. « Le toit du voisin couvre la moitié de la terrasse, » dit-il. « J'ai vérifié ce matin. » Elle ne sut pas pourquoi il avait vérifié ça ce matin-là. Elle prit 2 assiettes. Ils mangèrent dehors, à l'abri partiel du toit de zinc du voisin, avec le son de la pluie tout autour,
sur les tuiles, sur le bitume de la ruelle en bas, sur les feuilles des quelques arbres qui subsistaient entre les immeubles. Le gratin était bon, crémeux, avec cette croûte dorée que Sylvie obtenait toujours et que Camille n'avait jamais réussi à reproduire. Julien mangea avec appétit et dit que c'était la meilleure chose qu'il avait mangée depuis longtemps. Le ton n'était pas du tout celui d'une politesse. « Ma mère fait ça depuis que je suis petite », dit Camille. Même les jours où il n'y avait pas grand-chose d'autre, il y avait du gratin. Elle savait ce qui compte. Camille le regarda. Il mangeait, sans la regarder à ce moment précis, et cette phrase était sortie simplement, sans chercher à faire d'effet. Ils parlèrent. C'était la première fois qu'ils parlaient vraiment, pas les échanges fonctionnels du matin ou les conversations de façade à trois avec Sylvie. Camille parla d'un élève de 3e, un garçon prénommé Kylian, qui refusait systématiquement d'écrire, mais qui, quand elle lui avait demandé de raconter une histoire à l'oral devant la classe, avait captivé tout le monde pendant 8 minutes avec un récit sur son grand-père en Guinée. Elle dit qu'elle cherchait comment traduire ça en compétences écrites sans trahir ce qu'il était à l'oral. Julien écouta, posa sa fourchette, dit « Ce garçon que vous décrivez, il me fait penser à quelqu'un que tout le monde regardait sans voir, qui avait tout à l'intérieur et rien qui montrait à la surface. » Camille s'arrêta de manger. Ce n'était pas une formule. Ce n'était pas la réponse d'un homme sans éducation qui cherche à bien paraître. C'était l'observation de quelqu'un qui avait réfléchi, soit aux autres, soit à lui-même, soit aux deux. « Vous parlez de lui ou de vous ?» dit-elle. Julien sourit. Un sourire petit, presque involontaire, qui disparut presque aussitôt. « Du gratin, dit-il. » Elle ne relança pas, mais quelque chose s'était déplacé, imperceptiblement, comme quand une pièce de puzzle qui n'avait pas encore trouvé sa place tombe dans le bon angle. Les semaines suivantes confirmèrent ce que cette soirée avait commencé d'ouvrir. Julien posait des questions réelles, pas des questions de politesse, mais des questions qui supposaient qu'il avait suivi, qu'il se souvenait, qu'il avait réfléchi entre les deux conversations. Il demanda des nouvelles de Kylian. Il demanda si le proviseur avait répondu au courrier que Camille avait mentionné avoir envoyé au sujet du manque de ressources pour les élèves allophones. Il demanda, un soir, si elle avait choisi ce métier ou si c'était lui qui l'avait choisi. Personne ne lui avait jamais posé cette question de cette façon. Elle répondit honnêtement. « Les deux, je crois. J'ai choisi le français parce que les mots ont toujours été l'endroit où je me sentais en sécurité. Et ensuite, c'est l'école publique qui m'a choisi, parce que c'est là que les mots ont le plus à faire. » Julien resta silencieux un moment. Dehors, on entendait le bruit familier de la rue, une moto qui passait, des voix lointaines, le sifflement d'un train sur la ligne du RER. « L'endroit où les mots ont le plus à faire », répéta-t-il doucement, comme s'il vérifiait le poids de la phrase. Camille se rendit compte, ce soir-là, qu'elle n'avait plus hâte qu'il parte. Elle se rendit compte de ça précisément. Non pas avec joie, non pas avec inquiétude, mais avec la netteté factuelle de quelqu'un qui observe un changement de temps. 3 semaines plus tôt, sa présence dans l'appartement était une donnée qu'elle avait acceptée avec une forme de résignation raisonnée. Maintenant, quand il rentrait le soir et qu'elle entendait le bruit de la clé dans la serrure, quelque chose dans sa respiration changeait légèrement. Elle ne se serait pas encore appelée ça de l'attente, mais ce n'était plus de l'indifférence non plus. Élodie Petit était professeure d'histoire-géographie au collège Jean Jaurès depuis 4 ans, petite, énergique, avec une façon de parler qui allait toujours plus vite que la situation ne l'exigeait. Elle était la collègue avec qui Camille déjeunait 2 fois par semaine, celle qui lui envoyait des mèmes à 23 heures et l'appelait le vendredi soir pour raconter sa semaine. C'était une amie dans le sens plein et peu romantisé du terme. Un jeudi midi, à la cantine des enseignants, Élodie posa sa fourchette et dit avec son absence caractéristique de préambule « Je crois que j'ai vu ton mari à la Défense la semaine dernière. » Camille leva les yeux de sa salade. Il sortait d'un immeuble de bureau du côté du parvis.
Il montait dans une voiture avec chauffeur, le genre de berline noire, pas un taxi. Élodie haussa les épaules. Peut-être que je me suis trompée. Il a un sosie bien habillé quelque part. Elle dit ça avec le ton de quelqu'un qui ouvre une question sans la forcer. Camille sourit légèrement. Je lui poserai la question. Elle rentra chez elle ce soir-là, avec cette phrase d'Élodie posée quelque part dans sa tête, comme un caillou dans une chaussure. Pas douloureux, mais présent, impossible à ignorer complètement. Le soir, en dînant, elle dit à Julien, sur un ton aussi neutre qu'elle put le produire, « Une collègue croit avoir vu à la Défense la semaine passée. » Julien ne s'arrêta pas de manger. Il dit, « Il y a un chantier de rénovation sur le parvis, livraison de matériaux, parfois on accompagne. » C'était plausible, c'était dit calmement. Il la regarda en disant ça, pas avec l'insistance de quelqu'un qui surveille la réaction, mais avec la tranquillité habituelle. Et pourtant, Camille hocha la tête et ne dit plus rien. Mais après, dans sa chambre, elle resta assise longtemps sur son lit. Elle pensa aux mains de Julien. Les avait-elle vraiment regardées? Oui, elles étaient larges, un peu marquées par le soleil. Mais il n'y avait pas les durillons épais, les égratignures chroniques, les articulations abîmées qu'elle avait vues chez les hommes qui travaillaient vraiment sur les chantiers. Le père d'un de ses élèves était maçon. Elle avait serré sa main lors d'une réunion parents-prof et s'en était souvenue. Les mains de Julien n'étaient pas celles-là. Elle s'en voulut d'y penser, puis s'en voulut de s'en vouloir. Les doutes ne disparaissent pas simplement parce qu'on décide de ne pas les regarder. Camille le savait, elle l'enseignait même à sa façon quand elle demandait à ses élèves de lire entre les lignes d'un texte, de chercher ce que l'auteur n'avait pas dit directement mais avait laissé là disponible pour qui voulait voir. Elle avait appris, au fil des années de classe, que l'absence de mots est parfois plus révélatrice que le mot lui-même. Elle commença à observer Julien différemment, pas avec hostilité, avec attention, la même attention qu'elle portait à un texte dont elle sentait qu'elle n'avait pas encore tout compris. Il y avait son vocabulaire d'abord. Elle y avait prêté une attention distraite au début, mettant sur le compte d'une intelligence naturelle les formulations qui lui échappaient parfois, précises, architecturées, avec des nuances qu'on n'acquiert pas sans avoir beaucoup lu ou beaucoup écouté des gens qui lisent. Mais un soir de novembre, alors qu'il parlait d'un article sur la réforme scolaire qu'elle avait lu dans Le Monde, il dit, sans réfléchir, d'une voix normale, que le problème structurel de ces réformes était leur incapacité à distinguer la performance mesurable de la valeur produite sur le long terme. Et s'arrêta, comme s'il avait réalisé quelque chose. Camille le regarda. Il ajouta trop vite. C'est ce que j'ai entendu dire une fois. Sur le chantier, un type écoutait une émission de radio. Elle dit « Ah » et n'ajouta rien. Mais la phrase était restée là, dans l'air de la cuisine, avec tout ce qu'elle impliquait et que personne ne voulait encore nommer. Il y avait aussi sa façon d'analyser les situations. Pas de façon visible, il ne se mettait jamais en avant, ne dominait jamais une conversation pour montrer qu'il savait. Mais quand elle lui parlait d'un problème, qu'il soit pratique ou humain, sa réponse allait toujours à la racine, pas aux symptômes. Un soir, elle lui parla d'un conflit entre deux élèves qui avaient dégénéré et que le proviseur avait géré maladroitement en convoquant les familles sans préparer le terrain. Julien écouta et dit « Il a réglé la visibilité du problème, pas le problème. » 7 mots, parfaitement justes. Le genre de 7 mots qu'on prononce quand on a l'habitude de prendre des décisions et d'en mesurer les effets réels. Elle nota ces choses sans en faire une liste. Elles s'accumulaient quelque part dans un endroit de sa conscience qu'elle n'avait pas encore décidé d'ouvrir. Le 1er décembre était un lundi. Camille avait un conseil de classe en fin de journée qui s'éternisa jusqu'à 18h30 et elle sortit de l'école dans la nuit tombée, fatiguée d'une façon particulière, pas physique, mais la fatigue de quelqu'un qui a passé 2 heures à défendre des élèves que d'autres collègues avaient déjà abandonnés dans leur tête. Elle prit le bus dans cet état, debout, accrochée à la barre, regardant les lumières de la banlieue glisser derrière la vitre mouillée.
Elle avait besoin de renouveler un document administratif, une attestation de résidence pour une démarche liée à son assurance. Elle passa par la mairie de Saint-Denis le lendemain matin avant l'école. La file d'attente était longue, les guichets sous-staffés comme d'habitude, et quand elle arriva enfin devant l'employé, la femme chercha son dossier dans le système, cliqua plusieurs fois sur son écran avec la concentration de quelqu'un qui ne retrouve pas ce qu'il cherche, et par inadvertance, un clic de trop, un mauvais onglet, ouvrit une autre page. Camille vit l'écran de biais. Elle vit son propre nom. Elle vit le nom à côté, le nom complet, tel qu'il figurait sur l'acte de mariage. Julien Lefebvre de Lacroix. L'employé s'excusa, ferma rapidement l'onglet, revint à la bonne page. Camille répondit aux questions, signa ce qu'il fallait signer, remercia, sortit dans le froid du matin de décembre. Elle resta debout sur le trottoir devant la mairie pendant presque une minute complète, sans bouger. Les gens passaient autour d'elle, des mamans avec des poussettes, un homme en veste de chantier, 2 lycéens en retard. Elle les voyait sans les voir, de Lacroix. Ce n'était pas le nom de Monsieur Bernard, ce n'était pas le nom qu'on lui avait donné. Lefebvre de Lacroix. Elle prit son téléphone, tapa le nom dans le moteur de recherche, debout sur ce trottoir. La première page de résultats s'afficha en moins d'1 seconde. Elle rentra chez elle sans aller à l'école. Elle appela pour prévenir, voix calme, excuse plausible, et s'assit devant son ordinateur à la table de la cuisine, dans le silence de l'appartement vide. Sa mère était sortie faire ses courses du matin. Elle ouvrit les pages, les lut, les relut. Groupe Lefebvre Immobilier, fondé par Henri Lefebvre de Lacroix en 1978, repris par son fils Julien en 2019 à l'âge de 29 ans. Siège social au 27e étage d'une tour de la Défense. 410 employés. Patrimoine estimé à 480 millions d'euros. Projets en cours. Réhabilitation d'un quartier entier à Lyon. Développement d'un programme de logement mixte en Seine-Saint-Denis. Seine-Saint-Denis. Elle s'arrêta sur cette ligne. La relut. Et puis elle trouva la photo. Une conférence de presse, 2023, dans une salle lumineuse. Julien Lefebvre de Lacroix en costume sombre, debout devant des panneaux avec le logo du groupe. Même visage, même façon de tenir les épaules. Même regard direct, sans phare. Le même homme qui dormait dans la chambre de débarras de son appartement depuis 6 semaines et mangeait du gratin avec elle sur la terrasse. Camille ferma l'ordinateur. Elle ne ferma pas violemment. Elle le ferma comme on pose quelque chose de fragile, avec une précision qui était le signe que quelque chose en elle retenait tout le reste. Elle s'assit dans le silence. Dehors, un klaxon. Une mouette. On en entendait parfois portée par le vent depuis je ne sais où. La chaudière qui se remettait en marche avec son bourdonnement familier. Ce qu'elle ressentait à ce moment-là n'était pas de la rage. Pas encore. C'était quelque chose de plus froid et de plus précis. La sensation d'avoir été lu sans avoir pu lire en retour. D'avoir offert quelque chose de réel à quelqu'un qui jouait un rôle. D'avoir dit, debout dans cet encadrement de porte le premier jour, « Vous me traitez avec respect », sans savoir que l'homme à qui elle parlait avait 480 millions d'euros et avait choisi de se déguiser en aide-maçon pour tester les gens autour de lui. Son père mourant, avait fait partie de ça. Elle ne savait pas encore dans quelle mesure. Est-ce que Gérard savait? Est-ce que Bernard avait mis son ami dans la confidence? Est-ce que le dernier désir de son père avait été fabriqué, instrumentalisé, glissé dans un plan qu'elle n'avait pas vu venir? Elle resta assise jusqu'à ce que la porte d'entrée s'ouvre. Sa mère, avec les courses, qui posa les sacs sur le sol de l'entrée et dit joyeusement qu'il y avait des endives en promotion. Et Camille dit « Bien », d'une voix normale, se leva, alla l'aider à ranger. Elle attendit le soir. Julien arriva à 19h30, comme presque toujours. Il ôta ses chaussures dans l'entrée, posa son sac. Camille était dans la cuisine. Sa mère avait perçu quelque chose. La façon dont Camille s'était tue pendant le dîner préparatoire, la façon dont elle avait répondu aux questions d'une seule syllabe.
et était allé regarder la télévision dans sa chambre avec une discrétion qui était aussi une forme d'intelligence. L'ordinateur était ouvert sur la table. Julien entra dans la cuisine, vit l'ordinateur, vit la page. Il s'arrêta. Il ne dit pas « je m'explique », il ne dit pas « attendez ». Il ne chercha pas immédiatement les mots qui font les discours. Il resta debout dans l'encadrement de la porte de la cuisine, comme elle, le premier jour, dans l'encadrement de la porte de l'immeuble. Et il regarda l'écran, puis il la regarda elle. Camille parla la première. Sa voix était ferme, posée, sans tremblement, parce qu'elle avait décidé, en attendant ce moment, qu'elle ne lui offrirait pas de tremblement. « Vous avez utilisé le dernier désir de mon père mourant pour faire votre expérience sociale, dit-elle. Je ne sais pas ce que vous avez dit à Monsieur Bernard, je ne sais pas si mon père savait, mais ce que je sais, elle marqua un arrêt, 1 seconde, 2, c'est que je vous ai traité comme un être humain parce que c'est ce que je pensais que vous étiez, pas parce que j'attendais quelque chose en retour, pas par charité, parce que c'est comme ça que je traite les gens. Elle s'arrêta. Le silence s'installa, dense, habité. « Et vous m'avez regardé faire ça, continua-t-elle, depuis le début, en sachant ce que vous étiez et ce que vous faisiez. Et ça, sa voix baissa d'un demi-ton. Pas de faiblesse, mais d'une précision accrue. Ça, je ne vous le pardonne pas ce soir. » Julien n'avait pas trouvé de réponse à la hauteur de cette phrase. Il avait préparé des choses à dire, quelque part dans sa tête, depuis des semaines, depuis le moment où il avait su que ça viendrait, que ça devait venir. Mais les mots qu'il avait imaginés supposaient une autre conversation. Ils supposaient de la colère, de l'accusation frontale, des larmes peut-être. Pas cette voix-là, pas cette précision tranquille qui nommait les choses exactement comme elles étaient, sans avoir besoin de les déformer pour les rendre supportables. Il dit, très bas, « Camille. » « Non, dit-elle, pas fort, juste net. » Elle prit son verre d'eau sur la table, le rinça dans l'évier, le posa sur l'égouttoir. Chaque geste précis, sans hâte. « Je vais passer la nuit dans la chambre de ma mère, » dit-elle en se retournant. « Demain, on verra. » Elle passa devant lui, sans le toucher, disparut dans le couloir. Julien resta seul dans la cuisine, debout, face à l'écran ouvert sur sa propre photo dans cette salle de conférence de 2023. Il tira la chaise, s'assit lentement, posa les coudes sur la table, les mains jointes devant sa bouche, et resta là, dans le silence de cet appartement de 50 mètres carrés en briques de Saint-Denis, avec le bruit de la chaudière et les voix étouffées de la télévision derrière la porte de la chambre de Sylvie, à comprendre quelque chose qu'aucune réunion d'actionnaires, aucune négociation à plusieurs millions, aucune conversation dans un bureau du 27e étage ne lui avait jamais appris à comprendre. Qu'il y a des choses qu'on ne peut pas acheter après les avoir abîmées. Il ne lui envoya pas de message cette nuit-là, ni le lendemain matin. Elle entendit la porte d'entrée se fermer à 7h moins le quart, son heure habituelle, et le silence qui suivit fut d'une qualité différente de l'absence ordinaire, un silence avec du poids dedans. Sylvie Moreau ne posa pas de questions directes. Elle fit du café, posa 2 tasses sur la table, s'assit en face de sa fille et dit simplement « Tu as dormi ?» Camille dit « Un peu ». Sa mère hocha la tête, but son café et dit au bout d'un moment « Ton père disait toujours que les gens compliqués ont besoin de plus de temps, pas de moins. » Camille la regarda. Sylvie haussa les épaules, avec la délicatesse de quelqu'un qui pose quelque chose et s'éloigne sans insister. Camille alla à l'école. Elle fit ses cours, 5e B le matin, 3e A l'après-midi. Kylian rendit pour la première fois un texte écrit, 3 paragraphes maladroits mais vivants sur son grand-père, et elle le lut debout dans le couloir après la cloche et sentit quelque chose se desserrer légèrement dans sa poitrine. Pas tout, mais quelque chose. Le soir, Julien n'était pas là quand elle rentra. Il rentra à 20h, avec de la nourriture, des barquettes d'un traiteur du quartier, du poulet rôti et des légumes. Il les posa sur la table, sans explication. Sylvie mit des assiettes. Ils mangèrent tous les 3 dans un silence qui n'était pas hostile, mais qui n'était pas non plus le silence confortable des dernières semaines. Julien parla peu.
répondit aux questions de Sylvie avec sa politesse habituelle. Et quand le repas fut terminé, il débarrassa, rangea et alla dans sa chambre. Les jours passèrent comme ça, parallèles. La tension n'était pas explosive, elle était silencieuse, tendue comme un fil qu'on n'ose pas toucher parce qu'on ne sait pas encore à quoi il est attaché. Le jeudi de cette semaine-là, Camille reçut un appel de l'hôpital à 16h40. Son père avait eu un épisode difficile dans la matinée. Il était stabilisé maintenant. Mais il recommandait une visite rapprochée. Elle prit le bus directement depuis l'école, sans passer à l'appartement. Gérard Moreau était réveillé quand elle entra dans la chambre 412. Il avait les yeux ouverts et regardait le plafond avec la tranquillité d'un homme qui a appris à habiter le temps qu'il lui reste. Il tourna la tête quand il l'entendit et sourit. « Ma fille !» dit-il. Elle s'assit à côté du lit, prit sa main. La main était plus froide qu'avant, les doigts moins fermes dans les siens. Elle nota cela et ne le dit pas. « Tu as une tête de quelqu'un qui pense trop, » dit Gérard. « Je pense à toi. » « Non, tu penses à lui. » Il ferma les yeux une seconde, les rouvrit. « Bernard m'a appelé hier. Il m'a dit que vous avez traversé quelque chose de difficile. » Camille attendit. « Il m'a dit que Julien lui avait avoué avoir tout révélé à sa façon, que tu avais découvert. » Gérard marqua une pause. « Il m'a aussi dit, et c'est pour ça que je veux te parler, que Julien lui a dit que depuis le premier soir dans cet appartement, c'est la première fois en des années qu'il s'est senti exister vraiment. » Le silence de la chambre 412 était particulier, feutré, avec les sons lointains des couloirs, le bip régulier d'un appareil quelque part, l'odeur propre et lourde qui ne changeait jamais. « Papa, » dit Camille, « tu savais qui il était vraiment. » Gérard prit une inspiration lente. Bernard m'a dit que son fils traversait quelque chose de grave, qu'il avait tout, l'argent, la réussite, les gens autour de lui, et qu'il s'était mis à ne plus croire en rien de tout ça, qu'il avait besoin de savoir si quelqu'un pouvait le voir autrement. Il regarda sa fille. Il ne m'a pas dit comment. Il m'a demandé si je pensais que tu étais capable de voir un homme au-delà de ce qu'il montre. Une pause. J'ai dit oui, sans hésiter. Camille sentit quelque chose qu'elle n'aurait pas encore appelé par son nom. Pas de la compréhension, pas du pardon, mais une légère modification de l'angle depuis lequel elle regardait la chose. « Tu aurais dû me dire, » dit-elle. « Oui, » dit son père simplement. « J'aurais dû. » Il ne se défendit pas davantage. Cette honnêteté-là, sans ornement, sans excuse construite, était une chose qu'elle reconnaissait dans cet homme depuis qu'elle était petite. Elle resta avec lui 1 heure. Ils parlèrent d'autre chose, du quartier, d'une série que Sylvie regardait et dont Gérard voulait connaître la fin, d'un souvenir d'un été à Arcachon quand Camille avait 7 ans et avait perdu une sandale dans les vagues et refusé d'en pleurer. Il rit doucement en racontant ça. Elle rit aussi. En sortant de l'hôpital, dans le froid sec du soir, elle resta un moment sur le parvis. La banlieue nord de Paris s'étendait autour d'elle. Lumière des immeubles, bruit du RER au loin, une odeur de kebab depuis une ruelle adjacente. Elle pensa à ce que son père avait dit. Elle pensa à la phrase de Julien sur Kylian, un garçon que tout le monde ignorait, mais qui avait tout à l'intérieur. Elle pensa aux livres de poche cornés sur l'étagère. Elle pensa à la terrasse, à la pluie, au gratin. Elle ne décida rien ce soir-là. Mais quelque chose commença à ressembler moins à une porte fermée. La semaine suivante s'écoula avec cette même qualité suspendue. Julien continuait à rentrer le soir, à débarrasser après le dîner, à ne pas forcer les conversations. Il y avait dans son comportement quelque chose qui avait légèrement changé. Pas de discours, pas de démonstration, mais une façon d'occuper l'espace qui était plus modeste, plus consciente, comme quelqu'un qui sait qu'il a moins de droits qu'avant à certaines présomptions. Un soir, Camille le trouva à la table de la cuisine, avec une feuille de papier devant lui. Pas un ordinateur, pas un téléphone, une feuille, stylo à la main, et une liste de chiffres qu'elle ne chercha pas à lire. Il leva la tête quand elle entra. « Je peux te poser une question ?» dit Camille. « Oui. » Monsieur Bernard savait depuis le début pour le déguisement. Mon père savait en partie,
Est-ce que quelqu'un d'autre était dans la confidence? Julien posa son stylo. Mon directeur financier, pour les aspects pratiques, et une personne dans les ressources humaines du groupe pour maintenir la fiction administrative. Il la regarda sans détourner les yeux. 3 personnes en tout. J'avais besoin que ce soit le moins possible. Pourquoi? Il marqua une pause. Pas d'hésitation, mais le temps d'une réponse honnête plutôt que d'une réponse présentable. Parce que si trop de gens savaient, ça devenait un projet. Et je ne voulais pas que ce soit un projet, je voulais que ce soit une vérité, même si la façon d'y arriver était fausse. Camille s'assit de l'autre côté de la table. C'est exactement le problème, dit-elle. On ne construit pas une vérité sur une fondation fausse. Non, dit-il, on ne le fait pas. Ce n'était pas une réconciliation, mais c'était la première vraie conversation depuis la nuit de la découverte. Ils restèrent à table encore 20 minutes à parler, pas de eux, pas directement, mais de choses adjacentes qui tournaient autour, sans y toucher encore. La pluie recommença à tomber dehors. Sylvie passa la tête dans la cuisine pour proposer du tilleul, vit les 2 assiettes vides et les 2 tasses, et dit qu'elle allait dormir. Ce fut Julien qui parla en premier de ce qui s'était passé, pas pour se défendre, mais pour dire une chose précise. Ces 8 mois avant de te rencontrer, dit-il, les yeux sur la table, j'ai rencontré des gens qui, dès qu'ils comprenaient la situation, cherchaient comment en tirer quelque chose, pas de façon cynique, pas nécessairement, juste le réflexe, l'habitude de calculer ce que ça vaut. Il leva les yeux. Toi, le premier soir, tu n'as pas calculé, tu as posé ta règle, respect, dignité, et tu t'y es tenu, sans rien attendre. Je ne t'avais pas choisi, dit Camille. J'aurais tenu la même règle avec n'importe qui. Je sais, dit-il. C'est exactement ça. Elle le regarda. Quelque chose dans ses yeux, cette nuit-là, était différent de ce qu'elle avait vu jusqu'à présent. Pas la tranquillité habituelle, mais quelque chose de plus fragile, de plus exposé. L'expression d'un homme qui a enlevé la dernière couche et qui attend de savoir si ça valait la peine. « Je suis encore en colère, dit-elle honnêtement. Je sais, et j'ai besoin de temps. Autant que tu en veux. » Elle se leva, rinça sa tasse, la posa sur l'égouttoir, se retourna. « Tu vas continuer à faire semblant d'aller sur les chantiers ?» Il secoua la tête. « Non, c'est terminé. À partir de lundi, je retourne au bureau. » Elle hocha la tête lentement. « Bien. » Elle allait sortir de la cuisine, puis s'arrêta dans l'encadrement de la porte, ce même encadrement de porte qui semblait être, dans cet appartement, le lieu de toutes les vérités. Julien, il la regarda. « Mon père t'a vu quelque chose. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais mon père se trompait rarement sur les gens. » Elle n'attendit pas de réponse et alla dans sa chambre. Julien resta seul dans la cuisine encore longtemps. Il plia sa feuille de calcul et la rangea dans la poche de sa veste. Éteignit la lumière, alla dans la petite chambre, s'allongea sur le lit simple, regarda le plafond dans le noir. Dehors, la pluie avait repris avec régularité, frappant les tuiles du toit voisin avec ce rythme particulier qu'il avait appris à reconnaître depuis la terrasse. Il pensa à son appartement de 180 mètres carrés dans le 8e arrondissement. Plafond à moulure, baignoire sur pied, silence total la nuit parce que les voisins ne s'entendaient pas. Il pensa aux draps en lin égyptien et à la vue sur les toits haussmanniens, et il se rendit compte, avec une netteté qui n'était pas nostalgique mais simplement factuelle, qu'il n'avait pas pensé à cet appartement depuis des semaines. Le lundi suivant, Julien repartit vers la Défense en costume. Camille le vit partir depuis la fenêtre de la cuisine, pas intentionnellement. Elle préparait son café et leva les yeux au moment où il traversait la rue. Il portait un manteau sombre, marchait droit, et une voiture noire l'attendait au coin. Il monta sans regarder en arrière. Elle but son café. Les jours qui suivirent eurent une texture différente. L'appartement retrouva son équilibre à 2, elle et sa mère, le rythme connu, les habitudes qui n'avaient pas besoin d'être négociées. Mais il manquait quelque chose que Camille refusait encore de nommer avec précision.
Le soir, quand elle entendait des pas dans l'escalier, quelque chose en elle écoutait, puis reconnaissait que ce n'était pas lui, et se taisait. Julien rentrait quand même le soir, pas tous les soirs. 2 ou 3 fois dans la semaine, il était absent, et il envoyait un message court, sans explication superflue. Réunion tardive, je rentre demain. Les soirs où il était là, le dîner se passait à 3, avec la neutralité prudente d'une trêve. Il ne cherchait pas à accélérer quoi que ce soit. Il ne lui envoyait pas de message pendant la journée pour prendre des nouvelles. Il n'apportait pas de fleurs, pas de cadeaux, pas de gestes calculés pour compenser. Il était là, simplement, avec sa présence habituelle, et c'était à la fois moins que ce qu'elle aurait voulu, et exactement ce qu'elle avait besoin. Élodie remarqua quelque chose à la cantine un mardi. Elle posa sa fourchette et dit « Tu es revenu de quelque part ». Camille leva les yeux. « Je n'étais parti nulle part. »« Si, mentalement. Il y a 2 semaines, tu étais à moitié là. » Élodie la regarda avec son attention caractéristique, directe et sans malice. « Ça va mieux ?» Camille réfléchit honnêtement à la question. « Je ne sais pas encore ce que ça va, mais je pense que je recommence à regarder la situation en face au lieu de la regarder de côté. » Élodie hocha la tête. C'est déjà quelque chose. Ce fut un vendredi soir, 3 semaines après la découverte, que la chose se produisit. Camille revenait de l'hôpital, visite régulière à son père, qui avait semblé moins fatigué ce soir-là, qui avait mangé la moitié d'un yaourt et raconté une histoire ancienne sur Bernard Lefebvre et un match de pétanque truqué à Pantin en 1987. Elle rentrait à pied depuis l'arrêt de bus, le manteau boutonné jusqu'en haut contre le froid de décembre, quand son téléphone vibra. Ce n'était pas un message de Julien, c'était une notification d'un journal en ligne, Le Parisien, avec une accroche. Lefebvre Immobilier annonce la création d'un fonds de dotation de 4 millions d'euros en faveur des enseignants du secteur public. Elle s'arrêta sur le trottoir. Elle ouvrit l'article, lutte, relut. Le fonds s'appelait « Fonds moraux de valorisation enseignante ». L'article citait une déclaration de Julien Lefebvre Delacroix, PDG du groupe. Ce fonds porte le nom d'une famille qui m'a rappelé ce que signifie le travail fait avec conviction et sans filet. Les enseignants des écoles publiques de banlieue produisent quelque chose d'irremplaçable. Il était temps que quelqu'un dans ma position le reconnaisse autrement qu'en parole. Camille resta immobile sur ce trottoir pendant un long moment. La nuit était claire, froide, avec ce ciel de décembre parisien qui n'est jamais tout à fait noir, mais d'un bleu très sombre, presque violet entre les immeubles. Une femme passa avec un chariot de course. Un enfant en doudoune orange descendit les marches d'un immeuble en courant. La vie du quartier continuait autour d'elle avec son rythme ordinaire et indifférent. Ce n'était pas pour elle. Il avait dit dans l'article que ce n'était pas pour elle, pas directement, mais le sens était clair. Le geste était orienté vers quelque chose de plus large que leur histoire personnelle. C'était pour les Kilian, pour les classes surchargées, pour les copies corrigées à minuit, pour les réunions parents-profs où personne ne venait, pour les 22 minutes de bus chaque matin, depuis la rue des Fillettes jusqu'à l'école. Elle rangea son téléphone et continua à marcher. Le lendemain matin, un samedi, Julien était dans la cuisine quand elle se leva. Il préparait des œufs brouillés, ce qu'il faisait parfois le week-end depuis quelques semaines, sans demander si c'était bienvenu, sans en faire une occasion particulière. Il entendit ses pas, dit bonjour sans se retourner, continua à remuer les œufs. Elle s'assit à la table. « J'ai vu l'article hier soir, » dit-elle. Il ne répondit pas immédiatement. Déposa les œufs dans 2 assiettes, posa du pain sur la table, 2 fourchettes, s'assit en face d'elle. « Ce n'est pas pour compenser, » dit-il. « Je veux que ce soit clair. Ce n'est pas une façon d'acheter quelque chose. »« Je sais, » dit Camille. « Si c'était le cas, tu n'aurais pas choisi ce nom. » Il la regarda. « Le nom de ma famille sur quelque chose comme ça, tu savais que ça me toucherait d'une façon que l'argent seul ne touche pas. » Elle prit sa fourchette. « C'est pour ça que c'est différent. » Ils mangèrent en silence un moment. Un silence qui n'était plus tout à fait le même que les autres silences des dernières semaines.
Quelque chose s'était légèrement déplacé, comme une pièce qu'on remet dans la bonne position sans forcer. « Je veux te connaître, » dit Camille. « Le vrai, pas l'aide-maçon, pas le PDG en représentation, l'homme. » Elle posa sa fourchette. « Je ne suis pas prête à reprendre où on en était avant. Je ne sais même pas si ce qu'il y avait avant était réel. Pour moi, ça l'était. Pour toi, c'était peut-être différent. »« Pour moi aussi, c'était réel, » dit-il. « Alors, donne-moi 6 mois pour le vérifier. » Julien posa ses coudes sur la table, les mains jointes, et la regarda avec cette attention entière qui avait été, depuis le premier soir, la chose la plus difficile à feindre dans son quotidien, parce qu'elle n'était pas feinte du tout. « Le temps qu'il te faut, » dit-il. Il ne dit pas « je t'aime ». Il ne dit pas « fais-moi confiance ». Il ne dit pas « je vais tout changer ». Il dit « le temps qu'il te faut ». Et dans ces 4 mots, il y avait quelque chose de plus solide que tous les autres. Les 6 mois que Camille avait demandés eurent la texture de la vie ordinaire, et c'était précisément en cela qu'ils furent révélateurs. Il n'y eut pas de grands gestes, pas de week-end dans des palaces, pas de dîner dans des restaurants étoilés. Julien apprit les horaires de Camille, pas pour les organiser, mais pour ne pas les perturber. Il apprit que le dimanche matin, elle avait besoin de silence avant 10 heures. Il apprit qu'elle détestait qu'on la coupe quand elle parlait d'un élève. Il apprit que sa mère, Sylvie, avait des insomnies et qu'il valait mieux ne pas allumer la lumière du couloir après 22 heures. Et Camille apprit Julien, le vrai, celui qu'il avait passé des mois à cacher même dans sa propre tête. Elle apprit qu'il se levait la nuit pour lire quand quelque chose le préoccupait. Elle apprit qu'il avait peur des hôpitaux depuis la mort de sa mère, 7 ans plus tôt, et que c'était la seule fois où il avait fermé complètement pendant des mois. Elle apprit qu'il ne savait pas cuisiner, mais qu'il était méticuleux pour faire la vaisselle, et que dans cette contradiction, il y avait quelque chose qui ressemblait à lui, capable de précision et d'application là où il s'autorisait à être maladroit. Il vint à l'école un mardi d'avril, sans prévenir les collègues de Camille de qui il était. Sans faire d'annonce, il attendit dans la cour pendant la récré de 11 heures, et Camille le vit depuis la fenêtre de la salle des profs, avec un mélange de surprise et de quelque chose de plus chaud. Elle descendit. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Tu m'avais dit que Kylian avait rendu un 2e texte, dit-il. J'avais envie de voir l'endroit où ça se passe. » Elle le regarda un long moment. Les élèves criaient dans la cour, 2 garçons se disputaient un ballon. Une fille pleurait dans un coin et une autre lui tenait l'épaule. L'odeur de la cantine commençait à se diffuser depuis les cuisines. « Tu veux rencontrer ma classe ?» dit-elle, « si tu m'y autorises. » L'après-midi même, Julien entra dans la classe de 3e A et s'assit sur une chaise au fond, sans introduction particulière, juste quelqu'un que la professeure avait invité à écouter. La classe le regarda avec la curiosité méfiante des adolescents face à tout adulte inconnu. Il ne dit rien pendant 20 minutes. Il observa Camille enseigner, la façon dont elle circulait entre les rangs, dont elle posait ses questions, dont elle attendait que la réponse vienne sans jamais la souffler, dont elle regardait chaque élève comme si sa réflexion méritait d'être attendue. Puis un élève lui demanda directement ce qu'il faisait dans la vie. Julien répondit honnêtement. Entreprise immobilière, la défense, beaucoup de réunions et pas assez de vraie vie selon lui. Un autre élève demanda s'il était riche. Il dit que oui, et que ça n'avait pas résolu grand-chose jusqu'à récemment. La classe fut silencieuse 2 secondes, le genre de silence qui signifie qu'une vraie réponse vient d'être donnée. Et puis les questions déferlèrent, et Julien répondit à toutes pendant 1 heure complète, sans condescendance, sans discours préparé, avec la simplicité d'un homme qui a décidé de ne plus avoir de rôle à tenir. Camille l'observa depuis son bureau. Elle le reconnut ce jour-là. Pas le PDG, pas l'aide-maçon, pas le mari forcé du premier jour. L'homme, celui que son père avait vu avant elle. Sur le chemin du retour, dans le bus, ils étaient assis côte à côte. Les rues de la banlieue nord défilaient derrière la vitre. Les mêmes rues, le même paysage qu'elle connaissait par cœur depuis 7 ans. Mais quelque chose dans l'angle depuis lequel elle regardait avait changé.
Kylian, dit Julien après un moment. C'était lequel? Le grand, au 3e rang, celui qui t'a posé la question sur l'argent. Julien hocha la tête lentement. Il t'écoute vraiment, même quand il fait semblant de ne pas écouter. Je sais, dit Camille, c'est lui qui m'apprend le plus. Il tourna la tête vers elle. Elle regardait par la fenêtre. Et pour la première fois depuis des mois, depuis la terrasse sous la pluie, depuis le gratin et les histoires sur les chantiers, elle ne retint pas ce qu'elle ressentait derrière une vitre intérieure. Elle laissa simplement la chose exister. Le printemps arriva sur Saint-Denis comme il arrivait toujours, pas d'un coup, pas avec fracas, mais par accumulation discrète. Un matin où la lumière était différente sur le carrelage de la cuisine. Un soir où on pouvait laisser la fenêtre entr'ouverte sans avoir froid. Les marronniers du petit square au bout de la rue des Fillettes, qui sortaient leurs premières feuilles pâles, fragiles, avec la prudence de tout ce qui recommence. Gérard Moreau mourut un mercredi matin de mars, paisiblement, dans la chambre 412 du hôpital de La Fontaine, avec Sylvie et Camille à ses côtés. Il avait eu la nuit précédente une lucidité particulière. Il avait tenu la main de sa fille longtemps, les yeux fermés, et dit simplement « Tu vas bien ?» Pas une question, une affirmation de quelqu'un qui sait. Camille avait dit oui, et c'était vrai d'une façon qu'elle n'aurait pas pu expliquer complètement, mais qu'elle n'avait pas besoin d'expliquer à cet homme-là. Julien apprit la nouvelle par un message de Camille, sobre et direct. « Papa est parti ce matin, on rentre à la maison. Il était au bureau, 27e étage, réunion avec 3 directeurs régionaux. Il dit à l'assistante d'annuler le reste de la journée, prit son manteau et sortit. Il arriva rue des Fillettes 1 heure plus tard, monta les 3 étages, frappa doucement. Sylvie lui ouvrit la porte. Elle le regarda une seconde, et quelque chose dans son visage, cette femme qui avait tout observé depuis le début avec sa discrétion de mère intelligente, se défit légèrement. Elle dit « Elle est dans sa chambre ». Il entra, posa son manteau, alla frapper à la porte de Camille. Elle était assise sur son lit, les genoux remontés contre la poitrine, regardant par la fenêtre le ciel de mars qui était gris et doux à la fois. Elle l'entendit entrer et ne se retourna pas. Il s'assit au bord du lit, à côté d'elle, sans chercher à toucher, sans chercher à parler. Il resta là simplement. Le même silence qu'il avait su tenir depuis le début, mais avec quelque chose de différent dedans ce jour-là. Une présence plus pleine, plus assumée. Au bout d'un long moment, Camille dit, sans quitter la fenêtre des yeux, « Il était content que tu sois là. Je ne te l'avais jamais dit. » Julien ne répondit pas immédiatement. Puis il dit, « Il m'a dit quelque chose, la dernière fois que je suis allé le voir. » Elle se retourna. « Tu es allé le voir ?»« 3 fois. Seul. » Il la regarda. « Je n'en ai pas parlé parce que je ne savais pas si c'était ma place de le faire. » Camille le regarda longtemps. « Qu'est-ce qu'il t'a dit ?»« Il m'a dit que les gens qui ont grandi sans manque n'apprennent jamais à distinguer ce qui a de la valeur de ce qui a un prix. » Une pause. « Il m'a dit que j'avais une chance extraordinaire d'être avec quelqu'un qui faisait cette distinction naturellement. Et qu'il espérait que j'étais assez intelligent pour ne pas la gâcher. » Camille sentit quelque chose qu'elle ne chercha pas à retenir. Ce n'était pas de la tristesse seule, c'était de la tristesse mêlée à autre chose, à une gratitude étrange, à la reconnaissance d'un homme qui avait vu juste jusqu'au bout même en partant. Elle laissa sa tête se poser doucement contre l'épaule de Julien. Il ne bougea pas. Sa main vint recouvrir la sienne sur le couvre-lit, sans serrer, juste là. Ils restèrent comme ça, dans la lumière grise de mars, avec le bruit de Sylvie qui préparait du thé dans la cuisine et le son de la rue en bas qui continuait, indifférente et continue, comme la vie qui ne s'arrête jamais vraiment d'avancer, même quand on voudrait lui demander d'attendre. Les semaines qui suivirent l'enterrement eurent cette qualité particulière du deuil, une présence accrue de tout, les couleurs plus nettes, les sons plus directs, comme si la perte avait effacé une couche d'habitude entre soi et le monde. Camille retourna à l'école après 5 jours. Ses élèves le sentirent sans le formuler.
Les adolescents ont cette antenne fine pour les états des adultes qu'ils respectent. Kilian lui remit une feuille pliée en 4 à la fin du cours, sans rien dire. Elle l'ouvrit dans la salle des profs. C'était un texte de 8 lignes sur son propre grand-père, les mots maladroits et précis à la fois. Et la dernière phrase disait « Vous m'avez appris qu'on peut parler de ce qu'on perd si on a les bons mots ». Elle plia la feuille et la rangea dans sa poche et ne dit rien à personne. Le Fonds Moreau de valorisation enseignante commença ses opérations officielles en avril. 180 enseignants du secteur public en Seine-Saint-Denis furent sélectionnés pour le premier semestre. Des financements pour des projets pédagogiques, des ressources pour les classes, des formations qu'ils n'auraient jamais pu se payer. Camille reçut plusieurs messages de collègues d'autres écoles, des inconnus, qui lui disaient que le nom de ce fonds voulait dire quelque chose. Elle répondit à chacun, brièvement, honnêtement. Un soir de mai, Julien lui proposa de venir voir le bureau à la Défense. Pas comme une démonstration, pas comme une invitation à être impressionné. Il dit « C'est une partie de qui je suis. Je voudrais que tu la voies. » Elle accepta. Elle prit le métro avec lui depuis Saint-Denis, ligne 13, direction sud, changement à Châtillon-Montrouge pour la ligne 14, jusqu'à la Défense. Le trajet durait 40 minutes. Julien connaissait chaque station par cœur, de l'autre côté. Depuis son appartement du 8e, c'était 20 minutes en voiture, avec chauffeur. Depuis Saint-Denis, c'était le monde qui défilait vraiment. Les visages de tous les matins, les backpacks d'étudiants, et les vestes de cuisine, et les manteaux de bonne coupe mélangés dans les rames. La tour était impressionnante. Camille le reconnut sans avoir besoin de le nier. Le hall d'entrée en marbre clair, les badges, la réceptionniste qui salua Julien avec une déférence naturelle, l'ascenseur silencieux qui montait vers le 27e étage. Depuis les baies vitrées du bureau, Paris s'étendait dans toutes les directions. La Défense en premier plan, avec ses tours et son esplanade. Puis la ville qui s'aplatissait et s'étalait jusqu'à l'horizon, gris et or dans la lumière de mai. Elle s'approcha de la vitre, chercha instinctivement le nord. « Saint-Denis est par là ?» dit-elle. « Oui. » Julien se plaça à côté d'elle, tendit la main vers la droite. « Par là, derrière les tours de Saint-Ouen. » Elle regarda dans cette direction longtemps. Quelque part là-bas, derrière les immeubles qu'elle ne distinguait pas à cette distance, il y avait le collège Jean Jaurès et sa cour en béton et le panier de basket sans filet. Il y avait la rue des Fillettes et l'immeuble en briques et la petite terrasse des Fondeaux. Il y avait la chambre 412 du hôpital de La Fontaine, vide maintenant. « Tu viens ici tous les jours ?» dit-elle. « Tous les jours. Et tu regardes vers là-bas ?» Il y eut un silence. Je ne le faisais pas avant. Maintenant, oui. Elle se retourna vers lui. Dans la lumière de mai qui entrait par les baies vitrées, son visage était différent de celui qu'elle connaissait dans la cuisine de l'appartement, plus formel, plus dans son élément, mais quelque chose de fondamental restait identique. La façon de la regarder. Cette attention entière qui n'avait jamais varié dans la chambre de débarras ou dans ce bureau du 27e étage. Ce fut là, dans cette lumière, qu'elle sut ce qu'elle avait mis des mois à s'autoriser à savoir. Pas de la gratitude, pas de l'admiration, pas même de la confiance retrouvée, bien que la confiance fût là. Quelque chose de plus simple et de plus difficile à la fois. L'amour, dans sa version la moins romanesque et la plus réelle, celle qui ressemble à vouloir que quelqu'un continue d'exister dans votre quotidien, à ressentir son absence comme un manque concret, à préférer sa présence difficile à l'absence confortable. Elle ne le dit pas ce soir-là, pas encore, mais elle ne le cacha pas non plus. Le renouvellement des vœux eut lieu en juin, un samedi matin, à la même mairie de Saint-Denis, où ils s'étaient mariés 18 mois plus tôt. Cette fois, ils avaient choisi la date ensemble. Cette fois, tante Monique était là. Elle était venue, guindée et silencieuse, et avait embrassé Camille avec une raideur qui ressemblait à une forme d'excuse. Bernard Lefebvre pleurait ouvertement dès la première formule de l'officier. Élodie Petit, témoin de Camille, lui serra le bras dans la salle et dit à voix basse «
Je savais qu'il y avait quelque chose. Sylvie Moreau était assise au premier rang dans son beau manteau bordeaux et n'essuya rien du tout, parce qu'elle n'avait pas du tout envie de pleurer. Elle avait juste l'air de quelqu'un de profondément, tranquillement satisfait. Quand l'officier demanda si Camille Moreau prenait Julien Lefebvre de Lacroix pour époux, en connaissance de cause et par choix libre, elle dit oui en le regardant directement dans les yeux, sans hésitation, sans calcul, avec cette clarté d'une femme qui sait exactement ce qu'elle dit et pourquoi elle le dit. Il n'y eut pas de salle de réception dans un palace, il n'y eut pas de voiture décorée. Ils déjeunèrent tous ensemble dans le même restaurant-brasserie de la place. Plus nombreux cette fois, plus bruyants, avec du vin qui coulait et des histoires qui se croisaient, et Bernard qui racontait pour la deuxième fois l'histoire du match de pétanque truqué de 1987, et tout le monde qui riait quand même. L'après-midi, Camille et Julien marchèrent seuls dans le parc de la Légion d'honneur, à Saint-Denis, qui n'était pas le parc Monceau ni le jardin du Luxembourg, mais qui avait ses arbres et ses bancs et ses enfants qui couraient sur les pelouses, avec ce sérieux particulier des enfants qui courent pour courir. Ils marchèrent sans se presser côte à côte, avec la lumière de juin qui était longue et généreuse sur les feuilles nouvelles. À un moment, un petit garçon d'environ 6 ans, en t-shirt jaune vif, traversa leur chemin en courant, s'arrêta net devant eux, les regarda avec une gravité absolue et dit « Vous êtes mariés ?» Julien dit « Oui ». L'enfant réfléchit sérieusement à cette information, hocha la tête comme si elle confirmait quelque chose, et repartit en courant vers un groupe de femmes assises sur un banc plus loin. Camille rit, un vrai rire, spontané, qui venait du même endroit que les rires de la terrasse sous la pluie, du gratin réchauffé au réchaud de camping, des histoires sur les élèves difficiles et les chantiers qui déraillaient. Julien la regarda rire, et il y avait dans son regard quelque chose qu'il n'essayait plus du tout de contenir. Ils s'assirent sur un banc. La lumière de juin filtrait à travers les feuilles des platanes et créait des taches mouvantes sur le sol. Au loin, les enfants couraient, les femmes parlaient, un chien aboyait 2 fois puis se taisait. La ville continuait, autour et au-delà, avec ses tours et ses banlieues et ses 20 millions de vies qui s'ignoraient et se croisaient, et parfois, par accident ou par choix ou par le dernier désir d'un père mourant, se trouvaient vraiment. Camille regardait les enfants sur la pelouse. Elle pensa à Kylian et à ses 8 lignes sur son grand-père. Elle pensa à son père tenant sa main dans la chambre 412 en disant « Tu vas bien ». Elle pensa à tous les matins à 5h50, au café dans le noir, au bus 77, à la cour en béton du collège Jean Jaurès. Elle pensa qu'elle allait continuer à prendre ce bus. « Je ne changerai pas ma façon de vivre », dit-elle sans se retourner vers Julien. « Pas fondamentalement. Je continuerai à prendre le métro et le bus pour aller à l'école. Je continuerai à enseigner à Saint-Denis. Ce n'est pas de l'entêtement, c'est qui je suis. »« Je sais, » dit Julien, « ça ne te pose pas de problème. » Il réfléchit, vraiment pas pour la forme. « Non, parce que c'est exactement pour ça. » Il marqua une pause. « Que je suis là. » Camille hocha la tête lentement. Elle laissa le silence s'installer. Le bon silence, celui qu'on ne cherche pas à remplir, parce qu'il contient déjà tout ce qu'il faut. Et là, dans ce parc de Saint-Denis, sur ce banc en bois usé par les hivers, avec les enfants qui couraient sur la pelouse et la lumière de juin sur les platanes, Camille Moreau comprit que la vraie richesse n'avait jamais été ce que les tantes comptabilisaient dans les antichambres d'hôpital. Ce n'était pas 480 millions d'euros, ce n'était pas un bureau au 27e étage, avec vue sur Paris. C'était être regardé comme si on méritait d'être vu. C'était un homme qui avait traversé la ville dans l'autre sens, pour comprendre ce que valait vraiment la vie. C'était le dernier désir d'un père qui avait su, avant tout le monde, que 2 personnes perdues pouvaient se trouver si on leur donnait simplement le même toit et le temps nécessaire. C'était ça, la vraie richesse. Pas la fortune qui se mesure, la présence qui reste.